Bonjour et bienvenue sur votre émission Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, le didascarium de la sagesse. Et bien comme vous savez, nous partons à la recherche de la connaissance, nous essayons d'apporter cette connaissance avec ceux qui peuvent le faire et surtout ceux qui nous accompagnent et cela avec votre complicité, comme vous le savez, cette émission ne saurait être ce qu'elle est sans vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter, des changements que nous pouvons apporter, mais ces changements-là valent avec ce que chacun de nous peut penser. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que je dis? Pourquoi est-ce que je le dis? S'il reste à savoir, aujourd'hui, il y a des gens dans des entreprises, par exemple, où des fonds ont été injectés, il y a de l'argent, il y a tout ce qui va avec, mais il n'y a pas eu évolution ou changement. C'est le cas aussi pour certaines nations, pour certains pays, où on parlerait peut-être d'une évolution, mais l'évolution ne s'accompagne pas directement avec ce qu'on attendait comme résultat, tout simplement parce que tout ce qu'on a pu injecter, eh bien, on a injecté ce qui est physique, ce qui est palpable, mais pas ce qui est invisible, notamment ce qui devait être dans la caboche. Je parle de la conscience, de la moralisation ou de la conscientisation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Maxi Reflex va parler de la conscience, de la conscientisation, de la moralisation? Oui. De quoi parlerons-nous? Conscientisation ou moralisation, gage du développement économique. Peut-on penser développer notre pays, le Congo, au regard de tout ce que nous avons vécu, sans une moralisation, sans une conscientisation? Pensons-nous que nous pouvons atteindre une élévation économique? Eh bien, c'est le thème que nous allons traiter sur ce plateau avec Monsieur Ben Bozine. Monsieur Ben, bonjour. Bonjour Monsieur Tek. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Maxi Reflex, merci d'être venu sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour de nombreux téléspectateurs qui vous suivent? Je suis Ben Bozin, congolais, marié, père de 2 enfants, actif en société, comme responsable approvisionnement dans une société de la place et engagé dans différentes associations qui évoluent à la fois dans le bénévolat, dans les réflexions, mais aussi en politique. D'accord. Voilà. C'est plus ou moins ce que je peux dire en quelques mots sur ce que je suis. Voilà. Alors, Monsieur Ben, aujourd'hui, nous parlerons de la conscientisation, sinon que de la moralisation comme gage de développement économique. Nous avons moralisation, nous avons gage, nous avons économie, développement économique. Est-ce que vous pouvez nous aider, sinon aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, à comprendre cette thématique, notamment en essayant de décortiquer les termes de notre thème? Alors, on parle de conscientisation, de moralisation comme gage de développement. En effet, quand on parle de conscience, dit-on que on fait directement allusion au bon sens. Un penseur disait que le bon sens devait être la chose la mieux partagée au monde. Et la moralisation aujourd'hui dans ce thème, ce serait comme rapporter quelque chose ou quelqu'un aux notions de morale, donc aux notions de valeur et de vertu. Et le développement, ce serait cet ensemble de critères qui permettent aujourd'hui de dire qu'une société, elle évolue. Alors le thème tel que présenté, j'ai bien envie qu'on essaie de le ramener, on va dire, sur Terre, pour parler pratiquement, utiliser des exemples, voir ce qu'on veut mettre à la disposition de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs et peut-être de nos web spectateurs, si ça se dit, j'aimerais créer le mot, qui suivront cette émission à travers Internet pour que on arrive à donner notre part de vérité, notre part de lumière pour construire cet édifice commun qu'est le Congo. Alors donc, j'ai plus ou moins essayé de dire qu'il s'agit là de mettre les vertus, de mettre certaines valeurs, de mettre la morale pour permettre à la société dans laquelle nous vivons d'évoluer. Alors, voilà. Parlons de la société qui doit évoluer, parlons de gage de développement économique. Pour qu'on en arrive là, forcément, il y a eu quelque chose, sinon certaines observations faites, qui nécessiteraient qu'il y ait moralisation pour qu'il y ait développement économique. Est-ce qu'on peut aller, comme vous avez dit, on ramène tout, c'est donc sur terre à terre, en essayant d'être un peu plus empirique avec le Congo? Qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur de la société, en tant que penseur, qu'est-ce que vous avez observé dans la société congolaise qui nécessiterait qu'il y ait une moralisation, une conscientisation pour qu'on parle réellement de développement économique? Alors, Monsieur Kaka, de vous à moi, c'est vrai que ce serait assez prétentieux de notre part, vous et moi, de vouloir comme ça moraliser tout cet état qui
est indépendant depuis 61 années, mais nous pouvons quand même, en tant que penseurs libres, comme j'aime me qualifier, émettre quelques idées qui pourraient être mises à contribution pour qu'ensemble nous construisons ce Congo. Alors, partons d'un constat. L'Afrique, donc nous, Africains, et donc le Congo a un arrière-plan assez lourd qui pourrait en quelque sorte constituer une excuse. Mais j'aime exclure cela tout de suite parce qu'il y a d'autres civilisations, d'autres pays, d'autres parties du globe qui ont connu pratiquement les mêmes situations que nous. Je parle là des 6 siècles de traite des Noirs, d'esclavage. Je parle là des colonisations. Je parle là des indépendances, des luttes pour les indépendances dans certains pays. Chez nous, ça a été plutôt un consensus ou plutôt un accord, parce que les indépendances chez nous en Afrique francophone nous ont été accordées. Je parle là des plans d'ajustement structurel, je parle des coups d'État qu'il y a eu, je parle là du monopartisme, des conférences nationales, je parle des guerres que nous avons connues, je parle des élections, je parle des crises électorales, post-électorales. Tous ces éléments sont, on va dire, quelques freins qui peuvent justifier le retard que nous avons connu ou que nous connaissons. Oui et non. Parce qu'il ne suffit pas de beaucoup pour qu'une société accède à un certain niveau de développement. Il faut que des leaders, des gens de vision, de conviction arrivent à insuffler, mais alors là, à insuffler une volonté ou un engagement pour l'élévation et la construction d'une société. C'est ce que nous pensons du plus profond de nous. Il y a quelques années, on va dire quoi, à l'excession des indépendances, le pays avait certaines structures. Nous, vous et moi, ou peut-être vous étiez, mais moi je n'étais pas encore, mais lorsque nos parents ils nous racontent le passé, ils nous disent qu'à l'époque, le pays allait mieux. Le pays allait bien. Il y avait une petite population. Il y avait un gouvernement de jeunes qui ont fait école, des jeunes qui ont fait école auprès du colon, qui ont permis à ce que la société vive et fonctionne. Mais sur les bases laissées par les colons. Mais après, cela a fonctionné pendant un moment. Parce que le Congo s'est doté des cadres, les pays d'Afrique se sont dotés de cadres qui ont permis à ce que la société évolue. Les usines se sont créées, les villes se sont développées quand même, elles se sont quand même construites. Mais après, qu'est-ce qu'on assiste? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? Un oncle à moi me disait qu'il a l'impression que eux, ils ont mieux étudié que nous et que nous étudions peut-être mieux que nos enfants. On aura des résultats de niveau scolaire très très bas pour des élèves qui, pourtant, on va dire au lycée, devraient avoir un certain niveau déjà. Hier, avec peut-être le CEP, vous arrivez à être placé dans une administration et vous teniez. Aujourd'hui, un élève va sortir du lycée, donc avec un bac, mais aura du mal à écrire une correspondance, on va dire, avec le moins de fautes possible. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce à dire que hier c'était mieux et aujourd'hui ça ne va pas? Voilà quelques faits qui nous permettent aujourd'hui de dire que plutôt que d'avancer, nous avançons, mais nous n'avançons pas vraiment. Pas vraiment. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de laisser. Alors en ce moment-là, est-ce qu'on va dire en ce moment-là que c'est un problème d'homme? Quand on voit ce que nous avons été hier, juste au sortir des indépendances, ça nous le savons, au Congo ce qu'il y a eu, les entreprises qu'il y a eu, les sociétés qu'il y a eu, et aussi nous savons que la plupart de cadres à l'époque, c'était les ministres, la moyenne d'âge était autour de 30, ça nous le savons, mais ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut atteindre un certain âge donné pour avoir une certaine maturité? Est-ce que c'est un problème d'homme? Puisque tout a changé, nous avançons mais les choses n'avancent pas. Est-ce que c'est un problème d'homme? Un problème d'homme, oui et non. En effet, la richesse d'un pays, en plus des dotations factorielles avantageuses que le Congo a. Donc nous, aujourd'hui, le Congo, on va dire, quand je parle de dotations factorielles avantageuses, c'est un peu mon côté économiste qui se réveille, c'est que le Congo a, par exemple, l'avantage d'être un pays au creux
de l'Afrique, avec un port en eau profonde, pays dit de transit, avec quelques pays certainement enclavés autour. Donc, on a cet avantage-là. Normalement, cet avantage pourrait être mis à contribution pour créer des ressources et faire que le pays se développe. Mais vraiment, pendant longtemps, on nous l'a chanté. Hein. À l'école primaire, on m'a longtemps rappelé que le Congo était un pays de transit. Sans trop comprendre ce que c'était. Aujourd'hui, j'arrive à le comprendre, mais je me dis qu'on n'en jouit vraiment pas assez. Non. Alors, oui, problème d'hommes. Hier, les hommes avaient peut-être une autre vision. D'accord. Une autre vision qui a permis à ce que ces derniers s'impliquent, mais vraiment pour marquer de leur empreinte la société. Aujourd'hui, les choses changent parce que je me dis, sans blâmer qui que ce soit, mais qu'on ne s'implique pas assez. On fait des choses, mais on n'en fait pas assez. Et j'ai presque envie de dire qu'après la guerre, après ce que nous avons connu ici, en 97, 97, 98, ce que nous avons tous qualifié de bêtises, tout de suite le mind du Congolais n'a pas évolué. On n'a pas saisi cette opportunité-là pour vraiment développer le Congolais, repenser le Congolais. Alors, ce que je voudrais noter, c'est que hier, il y avait un certain cadre mondial qui existait. Les pays n'étaient pas aussi interconnectés qu'aujourd'hui. Donc, si hier, les hommes, avec, on va dire, le niveau de connaissance qu'ils avaient, le niveau d'accès à l'information qu'ils avaient arrivé à s'impliquer et faire des choses qui étaient palpables, qui étaient considérées comme des progrès, aujourd'hui, les mêmes moules de conception ou de création, ou je vais dire d'édification de l'humain du Congolais, sont restés, mais ne s'adaptent pas vraiment encore aux enjeux de l'heure. Voyez-vous, je vais chuter. Voyez-vous, j'ai envie de dire que la base de tout ça, c'est la question d'instruction, la question d'éducation, la question de formation, la question de vision. Que pensons-nous léguer aux générations futures, aux générations à venir? Le Congo de demain, le Congolais de demain, comment devra-t-il être? On enseigne encore la guerre mondiale au programme scolaire. Ok. C'est un fait marquant de l'histoire. Mais après la guerre mondiale, après la 14-18, la 39-45, la crise mondiale, la crise économique, il y a eu d'autres crises aussi importantes qui, elles aussi, devraient être, on va dire, en background des cadres de demain. Voilà. Le cadre d'aujourd'hui, de 2000 ans, 2021, ne devrait plus seulement être là en train de penser à la chute du mur de Berlin. C'est un événement qui ne le parle même pas. Non. Voyez-vous? Mais qu'attendons-nous? Arrêtons de penser par procuration. Alors, en ce moment-là, je pense que nous arrivons, vous avez déjà mis sur la table une brèche de solutions, notamment reviser le système, sinon le programme de l'enseignement, si on peut appeler ça comme ça, hein, revoir comment... Il s'agit en fait, ma modeste contribution serait de dire qu'il nous faut repenser la pensée du Congolais. La pensée du Congolais. Parce que si hier, certains slogans, certaines maximes avaient permis à ce que les sociétés se construisent, hier, le pionnier avait une éducation et cette éducation-là a permis à ce que le pionnier devienne un citoyen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à la société de se construire, de se moraliser, de se conscientiser? Qu'est-ce qui constitue la conscience du Congolais? Un homme que j'aime suivre, que j'aime écouter, le professeur Kamana disait que la société dans laquelle nous vivons s'imbécilise. Elle s'imbécilise par la politique, par la presse, par la religion et par la musique. Ces quatre éléments qui apparemment peuvent se dire être indépendants, mais ne sont pas indépendants, ne sont pas anodins dans la construction d'une société. Okay. Voyez-vous, si on arrive à avoir des slogans ndombolisés du type « moi si nous autres », et ça devient normal. Bon, mais si on part, qui va construire ce pays?
Ok. Est-ce que c'est moi qui ai marié? Voilà. Mais on se le dit comme ça, Congolais, Congo que bon avait. Donc, après, copé qui salaire. Voilà qu'on va avoir des cadres qui, au lieu de s'impliquer dans l'exercice de leurs fonctions, qui devraient s'impliquer même dans l'administration publique, qui devraient vraiment s'impliquer dans la rigueur, dans et tout, mais ils vont se dire, copé qui salaire. Donc il va se dire, je vais devoir abandonner un peu ce que je fais pour aller autre part. C'est vrai que des fois, les conditions de travail de certains les poussent à aller dans les entre guillemets COP, délaissant ainsi leurs fonctions de base. Mais bon, que voulez-vous? Tout ça, ce sont des faits qui, dans le cadre de la conscientisation, de la moralisation, devraient être mis en lumière, dénoncés, parce que ce sont des anti-valeurs qui doivent être dénoncées pour que la société se reconstruise. Alors, je suis tenté de demander, la société, oui, la base de la société, c'est l'homme, la famille, au sens peut-être étymologique en tant que tel, mais cette société qu'on veut changer, déjà par l'éducation, par l'instruction, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puisque les cadres, comme on dit, il y a les cadres de demain, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les cadres de demain, ceux qui sont formés aujourd'hui sont les cadres de demain. Il y a aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement, je ne sais pas, ça fait quand même un peu plus de 20 ans qu'on est passé par là, mais on n'arrivait pas à comprendre, mais aujourd'hui on le comprend quand même. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, quelqu'un qui apprend au moins 12 matières, ou 15, comme nous l'avions fait, et ce sont des matières qu'il n'aura pas à utiliser, soit arriver à l'université ou arriver quelque part. Est-ce que ça aussi, ça pouvait être un retard, dans un sens? C'est vrai que l'homme peut être multi-là, mais ça pouvait être un retard. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui, vu l'orientation des autres? C'est-à-dire que former les gens pour savoir ce qu'ils sont en mesure de faire. Ça, c'est le cas des élèves. Mais pour cette moralisation-là, eux, on peut les aider à partir de ce moment-là. Mais qui doit-on moraliser réellement dans le cas du Congo aujourd'hui? Puisqu'on ne veut pas abandonner le pays, on veut que les choses changent. Qui est susceptible d'être moralisé et comment est-ce qu'on peut le faire? Si vous pouvez avoir quelques bribes de... C'est vrai que ce n'est pas vous et moi qui allons peut-être moraliser ces gens-là, et surtout que nous n'en avons peut-être pas les moyens, mais on peut apporter quelque chose. Qui peut-on moraliser et comment? Qui est censé être moralisé? Comment peut-on le faire dans le cas du Congo? Est-ce qu'il faut repartir à la base? Et combien de temps cela pourrait nous prendre? Ou encore ceux qui sont là, qui sont déjà dans l'action de gouvernance étatique, où tout acteur qui est dans ce cadre-là peut jouer son rôle. Qui peut-on moraliser en ce moment? Alors, tout à l'heure, vous avez... C'est vrai que tout commence par la locomotive. Dit-on que le serpent pourrit par la tête. Mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, plusieurs jeunes, plusieurs citoyens, donc des plus jeunes aux plus âgés, des plus humbles aux plus illustres, chacun de nous est conscient de ce que nous vivons. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, il faut bien que tout le monde, à tous les niveaux de la société, cette question doit être soulevée. Il ne s'agit pas que de penser à la basse classe ou à la haute classe, entre guillemets, de penser aux petits gens, donc à la population qu'aux plus grands, ou encore aux jeunes, donc aux enfants, aux vieux. Non, c'est toute la société qui doit être remise en cause. Chacun de nous à son niveau doit pouvoir se remettre en cause. Il ne s'agit pas simplement de l'aborder comme nous l'abordons. Peut-être qu'aujourd'hui, nous soulevons comme ça un sujet, mais qui doit faire écho à tous les niveaux. Parce que nous parlons là de nos sociétés, nous parlons là de notre développement. Le développement n'est pas une simple question économique. Vous l'avez circonscrit à l'économie dans l'énoncé du thème, mais c'est une question pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Ça traverse plusieurs disciplines, plusieurs domaines de la société. Partant de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, notre société doit se repenser. Le Congolais doit se mettre en face de lui-même, se regarder dans un miroir et voir ce qui ne va pas. Il en va de notre
de l'ipséité du Congolais, c'est-à-dire que de ce qui fait du Congolais le Congolais. Quel est le rêve congolais? Que pensons-nous? Le Congolais, quand il se regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise ce Congolais-là? Voyez-vous qu'une société ne peut pas mettre en lumière ses valeurs, ne peut pas célébrer ses lumières, ne peut pas célébrer ses modèles. Combien de jeunes sont-ils prêts à citer un Congolais comme leader, comme modèle? Aujourd'hui, on va demander à un Congolais quel est ton modèle de vie, quel est ton leader, quel est ton modèle, ton leader. On citera Mandela, on citera Thomas Sankara, on citera Barack Obama, on citera Gandhi, on citera... Mais aujourd'hui, il y a très peu de Congolais qui se voient dans le Congolais, dans le Congo d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas normal. Je pense, modestement, dire que nous devons célébrer nos lumières. Nous devons mettre en valeur les ressources que nous avons. Parce que le Congo n'est pas un moindre pays. Le Congo est un pays béni, avec beaucoup de ressources, tant matérielles qu'humaines. Nous avons l'avantage d'avoir une population qui est relativement jeune. Et cette jeunesse-là ne veut pas être un problème. Cette jeunesse-là doit elle aussi être remise en cause, se remettre en cause. Parce que, M. Kaya, avec vous, disons-le, les pouvoirs en place ont tendu une perche avec ce qu'on a appelé il y a quelques années la gouvernance intergénérationnelle, les dialogues intergénérationnels, les consultations intergénérationnelles. Mais j'ai envie de dire que le problème n'est pas tant entre les jeunes et les vieux. Déjà, il faut que les jeunes entre eux arrivent à se parler. Que les vieux entre eux arrivent à se parler. Que les jeunes et les vieux arrivent à se parler pour qu'on puisse construire ce pays. Voyez-vous? Et cela doit se faire sur base de vertus, de valeurs, de morale, de vision, pour que le pays aille de l'avant. Si les aînés, parce que j'aime tout de suite arrêter, quand certains parmi nous mettent en avant les questions de conflit générationnel, j'aime dire que dans ce pays, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les jeunes, nous devons nous-mêmes... c'est vrai que je ne suis plus très jeune, je suis un peu plus vieux, mais bon, les jeunes doivent mériter leur place et la défendre. Parce que la société a besoin de l'apport de tous. Tant que les jeunes ne feront pas valoir leur place, ça ne tiendra pas. Et les vieux ou les plus anciens ne sentiront pas encore, on va dire, l'énergie nécessaire à ce qu'ils puissent, eux, se retirer ou encore coexister. Parce que le but, ce n'est pas vous, ôtez-vous qu'on vous remplace, mais que l'on puisse compter avec tout le monde. Pour que le Congo il aille de l'avant, il faut que tout le monde soit mis à contribution. Jeunes, vieux, anciens, nouveaux. Allons-y. On peut se le dire. S'il fallait qu'il y ait un conflit générationnel, les vieux ne gagneraient pas dans ce pays. Non. Je le dis pourquoi. Les jeunes sont plus nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les jeunes s'engagent, si les jeunes y s'engageaient, ben, écoutez, à aucune élection, les vieux ne gagneraient. Non. Voyez-vous? Donc, il faut que tout le monde soit mis à contribution. Je ne voudrais pas ici pousser à une sorte de révolte générationnelle. Ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça le but. L'idée, c'est que tout le monde s'implique. Qui doit être conscientisé, moralisé? On l'a dit, toute la société doit être conscientisée, moralisée. Du plus bas au plus vieux. Et cela passe par une volonté des gouvernants à rectifier plus ou moins le tir. J'ai tout à l'heure, à l'entame de mon propos, rappelé, on va dire, dépeint un peu l'arrière-plan partant des 6 siècles d'esclavage au multipartisme, donc les démocraties. Mais toutes ces choses nous sont venues de l'extérieur. Il faut bien, comme je l'ai dit, pour que l'on puisse penser aux Congolais, au Congo, que nous ayons aussi nos lumières à nous, nos intelligences à nous, nos modèles de gouvernance, nos modèles de construction de la société. Donc, le Congolais, pour ne pas parler que des jeunes, mais le Congolais
doit chercher à trouver sa vraie place dans la société et défendre cette place, mais de la meilleure des façons. Voilà. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Dit-on. Dit-on. Alors, je suis encore tenté de dire que aujourd'hui, par exemple, si chacun doit essayer de s'impliquer, prendre des responsabilités, essayer d'agir en tant que tel pour faire de sorte que nous allions de l'avant, si un certain nombre de décisions peuvent être prises ou encore décrétées, mais il y en a de celles qui pouvaient faire le bonheur sans doute du Congo, qui aujourd'hui, l'application pose problème. Prenons le cas des antivaleurs dont vous avez souligné. Vous avez parlé des antivaleurs. Mais aller à la lutte contre les antivaleurs, il y a un certain nombre de préalables. Notamment, dernièrement, il y a eu, organisation de ceci, commission de lutte contre la corruption, par exemple. Alors, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce que nous observons? Parce que si on peut aller, on va aller, contrecarrer les antivaleurs, il fallait bien qu'il y ait des décisions, il fallait bien qu'on frappe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que chacun essaie ne se met pas à sa place parce qu'on ne frappe pas? Prenons le cas, par exemple, de la lutte contre la corruption ou bien de la lutte contre des antivaleurs. Monsieur Kaya, disons-le, dans notre pays, il y a suffisamment de lois qui ont été prises, suffisamment de lois qui ont été on a plusieurs lois. Le problème, ce n'est pas tant les lois, le problème, c'est l'application, la mise en application de ces lois. Le problème, c'est aussi les hommes qui vont les mettre en application, ces lois ou ces mesures. Et derrière, il en va de la volonté du management général. Si on arrivait à gérer le Congo comme une entreprise, et lorsque les objectifs ne sont pas... On doit déjà commencer par avoir des objectifs clairement définis. Ce que je pense existe. Mais derrière, il faut suivre ces objectifs-là. Lorsqu'ils ne sont pas atteints, comprendre pourquoi. Et j'ai presque envie de dire que nous péchons dans ce sens-là. C'est l'une des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir fait Harvard ou je ne sais quelle grande école pour le dire. Et le dire, ce n'est pas être contre le Congo, c'est être pour le Congo. C'est être pour ce pays, c'est être épris de cette volonté de voir ce pays se développer. Et effectivement, vous faites bien de le dire, nous avons un problème, nous, dans la mise en application de tout ce que nous avons comme mesure. Tenez, les lois sont promulguées. Ok. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. C'est là où je fais intervenir la base. Donc, je ne pense pas au sommet, je me dis qu'il faut que la base, donc la population, fasse pression sur les gouvernants. Je ne peux malheureusement pas me dire que nous avons des députés. Nous avons plusieurs parlementaires, nous avons un parlement bicéphale avec une assemblée et un sénat. Ces élus, au niveau national et même au niveau local, nous avons des conseils départementaux, communaux, mais les populations ne mettent pas assez de pression sur ces élus. Je pense que la population doit mettre pression sur ces élus parce qu'ils sont chargés de contrôler l'action gouvernementale. Alors si les populations, nous continuons à assister nos élus, qui viennent nous voir quand ils veulent, ben ça ne va pas. Et là, bientôt, ils vont commencer à revenir. Mon appel, alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais dire que la population doit se réveiller, doit arriver à faire pression sur ses élus. Messieurs, nous avons voté pour vous. Vous êtes venus avec peut-être des moyens, on va dire, faux. Parce qu'il faut se le dire, les campagnes électorales chez nous, c'est un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, sans insulter qui que ce soit. Parce que les gens viennent des fois avec des discours démagogiques, avec des promesses qui ne vont pas tenir, avec des actions qui ne relèvent pas du champ de leurs compétences. C'est-à-dire qu'un député va commencer à construire des hôpitaux, va commencer à faire des dons à tout va. Mais ce n'est pas ça le travail d'un député. Aujourd'hui, les députés font plus de social. Et du coup, certains se font élire parce qu'ils sont les plus offrants. Les moins 10 ans ne sont pas votés, ne sont pas élus parce que, bon, voilà. Il faut derrière, ok, si hier vous êtes venu parce que vous étiez
le plus offrant, vous avez fait des dons, ok, vous avez touché le cœur des électeurs. Maintenant, vous devez faire ce pourquoi nous vous avons élus. C'est-à-dire, veiller à ce que le gouvernement fasse ce qui est bien pour nous. Et lorsque ce n'est pas le cas, mais que vous montez au créneau. Voilà. Mais surtout que ça, c'est pas moins d'un Congolais qui le dit. Hein. Il y a beaucoup des élus, ils sont là-bas, mais on ne les voit même pas intervenir sur un sujet quelconque. Et ils se plaisent à s'appeler honorables. Voilà. J'ai un problème avec ça. Pourquoi les députés doivent tous s'appeler honorables? Il y en a un qui s'est présenté à moi, il me dit « Je suis l'honorable XX ». Mais dites-moi que vous êtes député, vous êtes monsieur Intel. En quoi êtes-vous honorable? Que faites-vous d'honorable pour la population? Que faites-vous d'excellence pour la population? Pour certains, j'ai presque envie de dire, il y a des honorables et des déshonorables, des excellences et des médiocres. Parce que, justement, il faut que ces citoyens qui ont mandat ou qui ont été élus, nommés à certaines fonctions, fassent effectivement ce qu'ils doivent faire, où ils sont. Où ils sont. Vous êtes, excusez-moi, nombreux élus, députés, conseillers, sénateurs, nommés ministres, mais après, que faites-vous pour le peuple? Nous avons des mandatures des fois qui vont se terminer. On ne verra pas un député venir rendre compte de son action auprès de sa population. Voilà. Peut-être pas la sienne, mais celle de toute la mandature, de tout le Parlement. Ok, derrière, j'aimerais comme ça lancer une idée. Je pense que le Parlement devrait même avoir une télé. Je pense que le Parlement devrait avoir une chaîne de télé où on ne passe que ce qui se passe au Parlement, où on diffuse que ce qui se passe au Parlement. Comme ça, mais les citoyens verront ce que leurs élus font. Comme ça, on arrêtera d'élire ceux qui ne doivent pas être élus. Alors, c'est déjà une idée, une très bonne d'ailleurs, puisque la population, aussi nombreuse que nous pouvons être, est représentée à un certain stade entre griffes par quelques individus qui nous représentent quelque part, là où se prennent les décisions, là où passent les lois, et quand ça passe, aujourd'hui, on a du mal parfois à comprendre qu'il y a certaines lois qui passent et que la population à la base n'est pas informée, ne connaît pas ces lois-là, mais ces lois-là passent et même leurs députés ne viennent pas leur rendre compte en amont. Voilà ce qui doit se passer, qu'est-ce que la population en pense. Bref, ils ont un rôle à jouer et voilà pourquoi je dis qu'avec une idée sur une chaîne de télévision, de parlementaire, ce serait une bonne chose. Mais je suis aussi, comme je suis en train de le dire d'habitude, tenté de dire aussi une fois de plus, si vous étiez comment dire, vous étiez le catalyseur de la décision au Congo. Déjà, vous avez dit, le Parlement devrait avoir un moment ceci. Que initierez-vous, vous, en tant que personne physique, et que vous étiez au centre comme catalyseur des décisions au Congo? Je ne voudrais pas dire ministre, président ou comment, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, mais que pouvez-vous insuffler en ce moment même, si vous étiez à la place d'eux? Écoutez, loin de moi la prétention, comme je vous l'ai dit dès le début, ni vous ni moi n'avons qualité peut-être, ou ni vous ni moi avons la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Il y en a peut-être qui le font mieux que nous. Ceux qui gèrent, qui sont là depuis quelques années, depuis assez longtemps, je pense qu'ils maîtrisent le sujet peut-être mieux que nous. Mais nous nous exprimons en tant que citoyens, nous nous exprimons en tant que penseurs, parce que je revendique ici, sur ce plateau, le droit de me tromper. Je peux me tromper. Je revendique ce droit. Mais modestement, nous pouvons aussi apporter une contribution. D'accord. Nous parlons de l'autorité de l'État comme un slogan. Pendant longtemps, on a aussi balancé d'autres slogans du type agriculture, priorité des priorités. On a balancé un moment des slogans du type droit de l'homme, droit des peuples autochtones, anti-valeurs. Mais tout cela n'ont pas produit les effets escomptés. S'il faut qu'on puisse être un peu plus rigoureux, faire mais vraiment une rupture parce que c'est le moment. C'est le moment
de la rupture avec les anciennes valeurs. Je parle d'une alternance. Mais l'alternance dont je parle, l'alternance dont le Congo a besoin, à mon humble avis, n'est pas simplement un remplacement de personnes, mais c'est plutôt un changement de mentalité. Un vrai travail, parce qu'on remplacerait les gens d'hier par ceux d'aujourd'hui dans les mêmes moules, dans les mêmes méthodes de travail, mais ça va continuer, ça va même s'empirer. Voyez-vous qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire que je suis au Congo, mais c'est difficile pour moi, par exemple, d'avoir une carte nationale d'identité. Oui. Mais tout cela, c'est simplement, sans avoir à minimiser le travail de qui que ce soit, je me dis c'est une question de manque de rigueur. Il faudrait, à mon humble avis, qu'il y ait un peu plus de rigueur dans ce qui est de la gestion de la chose publique. Et l'un des éléments qui pourrait permettre à ce que cette rigueur puisse vraiment s'installer, c'est le Parlement. Voilà pourquoi je reviens beaucoup sur les députés, les élus, parce que ce sont eux-là qui ont mandat. Ils ne sont pas les boss, ils ne sont pas les patrons, ils sont nos employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, où est-ce qu'il est? Il sait qu'il est l'employé, nous sommes environ quoi, 4 millions, 5 millions de Congolais. 4, voilà, il est l'employé de 4 millions, 5 millions de Congolais. C'est-à-dire que chaque Congolais peut demander des comptes au chef de l'État. Mais le Congolais ne le fait pas parce que nous avons des représentants. Ceux-là aussi qui sont nos employés. C'est-à-dire qu'un député ou un conseiller qui est élu par une population doit se dire qu'il est là pour cette population. Donc il doit rendre compte à cette population. Voilà pourquoi je m'attaque à ces acteurs-là. Parce que j'ai beaucoup de peine à constater des fois que certains élus sont plus redevables à leur famille politique, à leur parti politique qu'à la population qui... Bon, on est où là? Inversion totale de valeur, quoi. Vous voyez que toutes ces choses doivent être remises dans une certaine norme, dans une certaine morale, dans une certaine conscience. Oui, ça peut partir du haut, ça peut aussi partir du bas. Le haut, en effet, il faut des hommes de vision à la tête du pays, un peu comme nous le voyons dans certains pays à travers le monde. Les Émirats arabes unis, Dubaï s'est développé aussi rapidement que plusieurs pays, peut-être même plus rapidement, avec la ressource qu'ils avaient, mais aussi les hommes et la vision. La Corée, la même chose. J'ai un oncle que j'aime citer qui me disait des fois, petit, tu sais, le Congo hier recevait des cerveaux d'ailleurs qui venaient se former ici pour aller développer chez eux. Et aujourd'hui, ce sont les Congolais qui n'arrivent plus à se former ici, qui vont se former ailleurs. Mais au lieu de revenir, ils restent là. Mais parce que justement, les choses se sont dégradées. On en rigole peut-être, mais c'est un sujet très profond, très sérieux. Profond, oui, c'est sérieux. Comment, hier, nous avions, pour ce qui est de la télé, nous étions l'un des pionniers. Oui. Nous étions l'un des pays qui avait une chaîne de télé. Et aujourd'hui, vous avez, on va dire, un peu de mal à voir ce qui se passe dans le paysage médiatique, audiovisuel congolais. Nous sommes, on va dire, un peu en arrière par rapport aux autres. Et c'est valable dans plusieurs domaines. Tant dans l'éducation, la santé, l'administration publique. Un peu de rigueur, un peu plus d'implication. Mais je voudrais que le Congolais prenne ses responsabilités. D'accord. Pour que le pays accède véritablement au développement, pas qu'économique, non seulement il faut que nos gouvernants s'impliquent un peu plus. Ok, on pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent faire plus que ça. Moi, je me refuse de me conformer. Je m'impose d'être rigoureux envers moi-même, mais je suis aussi exigeant envers ceux qui dirigent notre pays. Je ne voudrais pas me contenter parce que je me dis qu'ils peuvent nous apporter plus que ce qu'ils nous donnent. Ok, nous avons une route nationale, mais il est possible d'avoir plus que ça.
Ok, nous avons certaines structures, certaines routes qui ont été construites à gauche à droite, on peut avoir plus que ça. Nous avons un système de santé qui est en train de peiner un peu à se mettre en place. On peut revoir tout cela. Mais tout cela passe à la fois par l'action des gouvernants, mais il faut aussi que la population puisse se réveiller parce que pendant longtemps, elle est restée dans le sommeil. Elle est restée dans le sommeil. Alors, c'est vrai, de l'autre côté, on nous fait signe, c'est comme je disais, hein, ça passe vite, le temps. Mais carrément, dans ce contexte de ce que nous sommes en train de dire, je suis tenté de, une fois de plus, oh là là, c'est l'expression qui m'a pris pour cette émission-là. Alors, quand on essaie d'observer, c'est vrai, on n'était peut-être pas là, vous et moi, notamment les années d'indépendance, mais aujourd'hui, quel regard jetez-vous d'une façon générale? C'est-à-dire que quand vous connaissez l'histoire du pays, des années d'indépendance à aujourd'hui, on vous demande de faire un bilan en une minute. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Et évidemment, quelques recommandations, bien qu'on en a donné certaines, mais au regard du Congo aujourd'hui, des années d'indépendance à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut observer? Quelle analyse pouvez-vous faire en une minute, par exemple? Écoutez, c'est tellement immense, mais je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais d'ipséité. Okay. Il faut que le Congolais revienne congolais. Le patriotisme a beaucoup régressé. Okay. Les antivaleurs ont pris beaucoup d'ampleur. Quand de tels slogans, Kopeleki salaire, où on arrive à voir des gens, à ce qui paraît, qui sont aussi riches que certains États, qui sont plus riches que certaines administrations, c'est inquiétant. Quand on arrive à avoir un manque d'humanisme où vous avez quand vous voyez la société telle qu'elle se comporte aujourd'hui, mais c'est difficile. Des enfants qui étudient dans des conditions aussi difficiles que celles que l'on voit, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à se regarder face à soi-même. Donc le Congolais face à lui-même, qu'il se dise, voici ce que j'ai fait, de ce que j'ai été, et il est temps pour moi de me réveiller et de recorriger cela, voilà. De corriger tous ces dérapages. Si hier, le Congolais arrivait plus aisément à manger, on va dire 3 repas par jour, aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est devenu difficile. Vous allez voir que dans presque tous les domaines de la société, les modèles sont tout vieux. C'est-à-dire que les conventions de différents secteurs d'activité, celles des transports, celles du commerce, celles de je ne sais pas quoi, sont encore sur les anciennes bases. Vous avez des conventions, on vous dit la prime de transport c'est 700 francs CFA, alors qu'il n'y a plus un taxi à 700 francs CFA dans ce pays. L'enfant a une aide sociale de 5000 francs, mais qui ne permet plus de régler quoi que ce soit. Voyez-vous, il est temps que cela soit mais remis à jour, remis à plat. Nous devons repenser notre société, penser aux Congolais. Arrêtons de penser à court terme, pensons à long terme. Le jour où nos élus arriveront à penser aux Congolais, nous sommes en 2021, de 2500, l'an 2500, ce sera bien. On arrivera à penser à une période où nous-mêmes ne serons pas là, donc nous penserons vraiment à ceux qui viendront après nous. Les véritables générations futures. Donc on pense encore sur 5 ans, 10 ans, on pense vraiment que pour nous. On pense que pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ben. On va bientôt se quitter, mais aussi, dans le cas de l'actualité, avant de vous donner peut-être une minute pour conclure, dans le cas de l'actualité, aujourd'hui, nous avons des messages ça et là, nous savons qu'il y a eu des examens d'État, par exemple. Il y a le BPC qui va être délibéré sans doute dans quelques heures, peut-être. Alors, il y a eu le bac. Nous sommes à Pointe-Noire. Le Kouilou, à côté, donc voisin de Pointe-Noire, sinon que dans le temps, c'était un même département. Aujourd'hui, le Kouilou, premier, peut-être pas de la classe, premier du pays dans le département qui a fait le meilleur résultat au bac session juillet 2021. Et Pointe-Noire, qui est voisin du Kouilou, est dernier. Donc, les deux départements voisins, de par leurs résultats, sont aux extrêmes. Est-ce que vous pouvez peut-être, en tant qu'observateur, en tant que penseur, dire quelque chose par rapport à cela? Qu'est-ce qui a pu faciliter cette chute
brutale, surtout de la ville océane, au regard de ce qu'on peut observer? Je vais être un peu dur. Je pense que l'éducation chez nous se porte assez mal, se porte mal. Parce que la construction, justement, la base même de la société, les bases même de la construction de l'homme, c'est-à-dire la famille, l'école, la religion, se sont, on va dire, dévalorisées, dévaluées. La ville de Pointe-Noire, on va dire même tout le pays, de manière générale, quand vous avez en face de vous les produits de l'éducation, vous avez l'impression qu'au jour le jour, la situation ne fait que se dégrader. Pas besoin de... On va dire honnêtement, regardons-nous en face, nous savons le dire. Oui, il y en a des jeunes qui arrivent à exceller, mais l'échantillon n'est plus très représentatif, n'est plus très qualitatif, plutôt j'allais dire. Il nous faut aussi retravailler cela. Les résultats sont peut-être catastrophiques. Il vaut mieux qu'ils soient comme ça. Voilà. Il vaut mieux qu'ils soient catastrophiques sans vouloir les masquer, qu'on puisse mais vraiment traiter le problème. Je voudrais donc dire, pour chuter et répondre directement, si les résultats sont comme cela, c'est pour que l'on puisse les traiter. Ne faisons pas l'autruche. Il y a un problème en face de nous, affrontons-le. Il y a un problème en face, affrontons-le. Et si on peut comprendre, pour vous qui nous avez suivis le long de cette émission, vous avez compris que l'appel revient à tout le monde, sinon qu'une prise de conscience collective, que chacun se demande là où il est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, comme disait un président américain, si je ne me trompe, qui disait: ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que votre pays a fait pour vous, mais plutôt qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays. Chacun de nous, là où il se trouve, peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est un appel, comme venait de le dire M. Ben. M. Ben, merci beaucoup. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit en 30 secondes, parce que là-bas on nous dit que nous sommes arrivés à la fin, nous avons épuisé notre ami. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu dire, un message particulier peut-être pour terminer. Déjà, je vous remercie, vous, M. Tekaya, d'avoir permis à ce que je puisse m'exprimer sur ce plateau. Merci à vous, à toute votre équipe de Télé Congo, Télé Pointe-Noire. Alors, un message à tous. L'impossible devient possible aussitôt qu'on y pense. Engageons-nous pour notre pays. C'est le seul bien que nous avons, mais en commun, et c'est tout ce que nous allons léguer à ceux qui viennent après nous. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Voyez-vous, je voudrais terminer pour parler de cette pandémie, la Covid-19. Tout le monde en parle, mais j'ai envie de dire que n'attendons pas les solutions qui viennent de l'extérieur. Oui, nous pensons tous aujourd'hui à la vaccination qui vient de l'extérieur. C'est peut-être une solution, mais que pensent les scientifiques congolais? Revenons encore à cela. Le Congolais devrait pouvoir penser de par lui-même pour lui-même, parce que l'humanité tout entière ne le fera pas pour nous. C'est nous qui le ferons pour nous-mêmes. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas beau d'être un peu plus patriotique que cela? Soyons plus patriotiques et nous comprendrons le sens des valeurs de ce que nous pouvons insuffler ainsi pour notre pays et aux générations futures. Mais le futur ne peut pas être ce que nous pensons qu'il soit si nous nous posons les vraies bases aujourd'hui pour qu'elles soient ce que nous voulons. Voilà, Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, arrive à son terme. Une fois de plus, merci à Monsieur Ben qui était notre invité d'aujourd'hui. Et on se retrouvera sans doute le samedi prochain, même chaîne, même heure. Peut-être une première fois pour Monsieur Ben, pas peut-être la dernière, parce que vous serez de temps en temps consulté pour venir apporter votre pierre à l'édifice. La rediffusion de cette émission, vous aurez l'occasion de la suivre, comme d'habitude d'ailleurs, le mardi. Et nous allons nous retrouver pour un autre thème le samedi prochain, même chaîne, même heure. Merci à toute l'équipe technique qui a été chapeautée par Jires Luemba et de l'autre côté, toute la chaîne par Irma Nadège Ikama. Je vous retrouve samedi donc, comme je l'ai dit, même chaîne, même heure. Au revoir.